Bonjour Sophie Cluzel, Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. On va parler un peu de la présidentielle, ça se précise. Les LR ont eu leur dernier débat avant la primaire qui commence aujourd'hui. Éric Zemmour est officiellement candidat. À la fin de la semaine, finalement, tous les partis auront leur candidat. Il est temps qu'Emmanuel Macron se déclare. Emmanuel Macron est président de la République et donc il préside la France. Je pense que c'est lui qui décidera, hein. Bien sûr, nous en tant que gouvernement, on exécute, on travaille. Et je pense que les Français, c'est ça qu'ils attendent d'eux, donc on verra. C'est le président qui décidera. C'est le président qui décide. Comment jugez-vous la déclaration de candidature d'Éric Zemmour? Totalement hallucinante, lunaire, passéiste, obsolète, même anxiogène. Enfin, franchement, j'étais extrêmement surprise. Et puis, je trouve avec un écho Vous attendiez à quoi? tellement désastreux. Bon, franchement, je pense que personne ne s'attendait à ce genre de déclaration, comme en tant que format, j'entends. Non, ça imprime absolument pas. En tout cas, c'est le contraire de ce que je porte, hein, comme société, comme vision de la France. Une vision rabougrie, et lui, il a une vision rabougrie traditionnelle, mais vraiment en plus passéiste et surtout anxiogène. J'ai trouvé que ce format était très anxiogène. Mais on s'attarde beaucoup sur la forme. Une façon d'esquiver le fond du débat? Non, pas du tout le fond du débat. Il porte des idées qui pour quelques Français, et je respecte totalement ce que les Français pensent, hein, mais pour moi, il n'a aucune vision. Quel est son programme? Quelle est sa proposition? Il n'y en a pas. Il ne fait que déconstruire, il ne fait que détruire le pays dans la vision qu'on peut en avoir. Pour l'instant, on n'a rien entendu sur sa programmation. Il a dit hier soir que justement il regrettait de ne pas être suffisamment interviewé là-dessus. Ah bah oui, mais quand on est polémiste pendant des années, des mois et des mois et des mois, brusquement on se déclare président, bon, il faut que, candidat à la présidentielle, non, pour l'instant il n'y a rien qui imprime sur son projet. En tout cas, c'est pas du tout le mien. La suite. C'est même l'inverse du mien. L'interruption volontaire de grossesse. L'Assemblée a voté hier, en deuxième lecture, la proposition de loi qui prévoit l'allongement du délai de 12 à 14 semaines. Vous y êtes favorable? Personnellement, je ne suis pas favorable, je m'étais déjà exprimée là-dessus. Maintenant, bon, elle a été votée, il faut qu'elle repasse au Sénat. Pourquoi n'y êtes-vous pas favorable? Je pense que le vrai sujet, c'est de pouvoir informer les femmes sur justement la contraception. Il faut qu'on fasse vraiment une grande information, il faut qu'on accompagne les femmes, il faut qu'on puisse déployer justement la capacité à pouvoir... C'est un problème d'information. C'est un problème d'information, qu'on ne peut pas régler par un allongement de maillage médical territorial, d'accompagnement des femmes. Moi, je suis extrêmement pour l'accompagnement. C'est pas compliqué d'être membre du gouvernement dont la majorité soutient cette proposition? Écoutez, elle est passée, la proposition, elle est soutenue. Voilà, je m'exprime à titre personnel, je l'ai toujours dit. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Vous êtes sur la ligne du président de la République qui a dit lui-même qu'il n'était pas plutôt réticent à cet allongement, mais qu'il y a eu finalement une décision de sagesse du gouvernement de laisser faire. Je me plie, je suis membre de ce gouvernement, mais voilà, si vous me posez la question à titre personnel... Se dédouaner quand même d'un problème qui est grave, lourd? Non, c'est pas se dédouaner. Non, je pense que de toute façon, ça va faire bouger les lignes, hein, sur l'accompagnement des femmes, et c'est ça le plus important. L'information, l'éducation sexuelle des jeunes filles, très jeunes, la contraception. Vraiment, il faut qu'on fasse de l'information sur la contraception, et c'est l'enjeu, hein, de toute la feuille de santé sexuelle qui a été aussi proposée et qui est réactivée, hein, pour justement tout aussi les maladies transmissibles, etc. Il faut qu'on soit vraiment aux côtés de toutes ces jeunes filles. Et là, très tôt. Il y a une petite manœuvre politique. On laisse l'opposition, on laisse la majorité soutenir cette proposition, sachant pertinemment que le Sénat, effectivement, ça n'ira pas très loin. On a un embouteillage parlementaire indéniable, on le sait. Donc, de toute façon, en ce moment, c'est vrai que toutes les propositions de loi, on ne sait pas si elles vont pouvoir aboutir et se glisser dans le... C'est pas qu'une question d'embouteillage parlementaire, c'est une question de fond, c'est aussi une question de principe. Écoutez, on ne peut pas garantir que toutes les propositions de loi iront jusqu'au terme. Hein, on voit bien, je le vis aussi. Hein, vous l'avez dit à vos collègues du gouvernement que vous n'étiez pas... en échange, qui bien sûr, certains le soutiennent ouvertement. On est aussi des citoyens avec des positions vraiment chevillées au corps, mais bon voilà, point final. Maintenant, vous en avez parlé directement avec le président de la République? Mais le président de la République en a parlé, bien sûr, à l'ensemble du gouvernement. Donc on est dans un pays où la parole circule. Sur ces sujets, il n'y a pas forcément d'unité. De société qui sont très très profonds. On va parler d'un autre sujet de société, c'est le handicap, c'est votre sujet. Alors il y a un important débat aussi qui concerne l'allocation adulte handicapé. Il revient dès demain à l'Assemblée. Alors c'est un peu technique. L'opposition défend la déconjugalisation de cette allocation, l'allocation adulte handicapé.
En résumé, il s'agirait de plus tenir compte des revenus du conjoint dans le calcul du montant de l'allocation. L'opposition dit que ça serait une mesure sociale. Pourquoi vous y êtes opposé? Alors, d'abord, c'est une mesure cette façon de calculer l'allocation adulte handicapé, qui est un minima social comme le RSA, comme l'allocation pour la vieillesse, comme l'allocation adulte handicapé, depuis sa création, depuis 1975-1987, elle a été bâtie ainsi, c'est-à-dire une solidarité familiale et bien sûr après la solidarité nationale. C'est ainsi que sont calculées toutes nos allocations. D'abord la solidarité familiale, donc exactement. on donc tient quand compte des on est en revenus couple, du voilà, conjoint, puisqu'on partage. C'est le principe. C'est le principe même. Alors j'entends les demandes des oui, personnes elles-mêmes depuis très longtemps. Les associations de défense des droits des handicapés soutiennent cette idée. Oui, mais ça je l'entends. Individualisation du minima, c'est peut-être plus simple à entendre même mais quand on est en couple. Le terme technique. Exactement. J'entends tout à fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite réagi pour remonter le plafond du couple, justement parce qu'il y avait un plafond trop bas et donc on perdait son allocation trop vite. Donc ça, dès le 1er janvier 2022, la moitié des couples, c'est-à-dire 220 personnes sont en couple, qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé, 120 000 d'entre elles vont remonter le minima et vont entre 110 et 180 euros. Peut-être rappeler que l'allocation adulte handicapé est de 900 euros, qu'elle concerne 12 millions de personnes, 1,2 million de personnes. C'est un investissement de la nation important, c'est un budget de l'État de 12 milliards. Elle a été revalorisée de façon inédite depuis le début du quinquennat. C'était une promesse du candidat Macron, elle a été tenue. Et donc pour les couples, eh bien, je pense qu'on ouvre un vrai débat de société. Que voulons-nous faire de nos allocations? Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi que les personnes handicapées, alors que je me bats pour que ce soit des citoyens à part entière et qu'elles soient vraiment inclus dans la société avec les mêmes règles que pour tout un chacun? Moi je dis, ouvrons ce débat pour les personnes qui subissent aussi la pauvreté, comme le RSA, parce que c'est pareil, ou les personnes âgées, puisqu'elles sont aussi conjugalisées, ces allocations. Donc je pense qu'il nous faut porter ce débat. Encore une fois, c'est technique, mais vous soutenez un abattement fixe de 5 000 euros. Qui pourra faire gagner justement les personnes en couple. Mais selon les calculs, c'est plus ou moins avantageux. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on déconjugalise, comme vous le dites, si on ne prend plus en... C'est pas moi qui le dis, c'est les termes. C'est-à-dire que si on individualise, le couple protège aussi. Il protège notamment les personnes handicapées qui travaillent. Et dans ces couples-là, il y a 30% de personnes qui travaillent qui sont le pilier de la société. Et le fait de conjugaliser fait beaucoup remonter le plafond. Donc voilà, c'est pas si simple, c'est pas noir ou blanc, mais c'est un vrai sujet de débat vraiment, je pense, intéressant sur qu'est-ce que l'on veut faire de nos prestations sociales. Est-ce que si on les individualise derrière, si on individualise tout, ça sera 20 milliards? Mais il faut se poser la question. Je dirais, est-ce qu'on veut une émancipation? Mais en revanche, avec le principe de la solidarité familiale pour ces allocations que vous Mais je voudrais dire quand même que les personnes handicapées, leur situation personnelle, elles sont compensées financièrement par la prestation de compensation du handicap, qui elle est totalement individualisée et qui peut aller très loin dans l'aide humaine, dans l'aide financière, dans l'aide technique. Revenons un peu à la politique. Est-ce que le gouvernement ne risque pas d'être piégé, accusé de ne pas être social? Parce que c'est le bruit de fond sur cette question. Alors je pense que je voudrais quand même souligner que le budget du handicap a augmenté de 17% depuis le début du quinquennat. Il est passé de 44,6 milliards à 51,7 milliards. Donc c'est un effort significatif sur l'allocation, comme je l'ai dit, mais pas que. On a vraiment sur l'école, par exemple, on est passé à 3,6 milliards. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre d'accompagnants. Malgré tout, les familles concernées disent toujours que ce n'est pas suffisant, que oui, mais on a 35% de plus d'accompagnants depuis le début du quinquennat. Ils sont tous en contrat éducation nationale. On a fait une vraie révolution. Alors cette révolution, eh bien, il faut qu'on l'accompagne encore. Finalement le niveau où les familles qui demandent encore, des familles dont les enfants ne relèvent pas de l'éducation nationale? Est-ce que c'est ça le problème? Non, ce que l'on veut, c'est qu'on accélère encore cette école inclusive, qu'on ouvre les portes de l'école et celles des établissements spécialisés, parce qu'il y a encore beaucoup d'établissements spécialisés, et que cette coopération avec ces experts-là, eh bien, elle se passe dans l'unité de l'école. C'est ça que les parents réclament, c'est-à-dire qu'ils puissent reprendre une vie professionnelle, qu'ils n'aient plus à courir pour aller dans les rééducations, le psychomotricien, l'orthophoniste, etc. Mais c'est donc tout un ensemble qui doit être... Et donc, c'est une révolution importante. Il faut pousser les murs de l'école, il faut construire les écoles de demain. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Je voudrais juste qu'on regarde le film complet depuis 2017, ce qui a été fait. 35% de plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap et tous éducation nationale. Et encore un gros effort à faire. Il y a encore un chemin, bien sûr, à faire. Merci Sophie Cluzel. Merci beaucoup.